Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de Paolo Maldini, notre légende milanaise qui s'est longuement exprimé dans les colonnes de la Repubblica. Une interview passionnante, une interview riche et surtout une interview qui nous permet, tenez-vous bien, d'affirmer que Maldini lui-même est Casa Milaniste. En effet, tout ou presque dans cette interview, et c'est une vraie satisfaction pour nous, colle aux propos tenus ici depuis 3 ans et demi. Et pour en parler à mes côtés aujourd'hui, Nico, Mehdi et Miguel, salut à vous. Salut. Alors, pour commencer, il nous a semblé légitime de dire quelques mots sur Maldini le joueur, Maldini l'homme, pourquoi l'aimons-nous et pourquoi sa parole a-t-elle une valeur particulière à nos yeux. Miguel, comme je sais que ta connexion peut nous priver de ta présence à n'importe quel moment, il est judicieux, me semble-t-il, de commencer avec toi pour ton grand retour qui est, je le sais, très attendu par les auditeurs. Oh Paolo. Que puis-je dire sur ce monsieur à mon avis, c'est quand même finalement la référence pour notre génération, même au-delà de Baresi. Un joueur qui a passé toute sa vie au Milan, on a l'impression qu'il est né pour être milanista, tellement c'est devenu une évidence. Il représente tout ce que le club a pu faire de cette certaine classe sur et en dehors des terrains, une technicité, une intelligence dans son jeu. C'était ce qu'on aimait retenir de cette grande période milanaise, car si on a réussi, oui, c'est aussi par le biais de l'argent et compagnie, mais il y avait malgré tout une touche, il représentait cette touche, donc Maldini est devenu une icône par cela. Ensuite, forcément, les statistiques parlent également d'eux-mêmes. Il a plus de 800 matchs, je n'ai pas appris le nombre exact et précis, je m'en excuse. 25 ans, un quart de siècle déjà. Ouais, 25 ans, ça c'est la statistique, mais après même 880 matchs par là, rien qu'en Serie A, le joueur ayant joué le plus grand nombre de matchs en Serie A, un joueur qui a tout gagné, ou presque, on va pas évoquer son palmarès avec l'Italie, mais c'est un monument et je crois que c'est le type de joueur que l'on peut véritablement regretter bien au-delà d'un Zinedine Zidane. Si je parle de lui comme ça, c'est parce que je me réfléchis il y a quelques jours, qu'est-ce que serait finalement, comment aurait-on pu ressentir l'après 2006 comme ça? On nous parle de lui encore comme de l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot. J'ai l'impression que finalement après 2006, le monde tournait toujours rond. Et ben on a vu que pour Milan, depuis 2008, ce n'est plus forcément la même chose. Donc il a eu un véritable impact et on te regrette, monsieur. Ah, en tout cas, je vois que tu n'as rien perdu de ton verbe après ces longs mois. On rappelle simplement que la précédente participation de Miguel à Casa Milan, c'était au cours de l'Euro et qu'il a dû parler 30 secondes, me semble-t-il. Sa connexion a lâché en plein milieu. Et je disais qu'on allait le gagner. On était au premier tour, oui, personne ne croyait. Même vous. C'est vrai, on te rend hommage, on te rend justice, tes pronostics, bon on n'a pas gagné, on a pris une belle raclée en finale, mais en tout cas, tes pronostics étaient plus justes que les nôtres, plus proches en tout cas de la vérité que des nôtres. Nico. Moi voilà pourquoi Maldini est l'une de mes idoles et ça a été l'un des joueurs aussi qui a fait que je suis devenu fan du Milan. Pour moi déjà au Milan, il fait partie des 3 joueurs qui représentent le Milan et qui ont vraiment marqué l'histoire de ce club, qui sont Rivera, Baresi et Maldini. La différence, c'est que les 2 autres, je n'ai pas pu les connaître car je n'étais même pas né. Donc Maldini, c'est pour ça que, pour moi, ces 3 joueurs, c'est peut-être le plus grand. Voilà, parce que c'est le seul que j'ai pu voir, que j'ai pu aller voir au stade. Et quelle classe. En plus, si on va pas parler du joueur, parce que sportivement, Miguel l'a dit, il n'y a rien à dire. Il suffit de voir le palmarès qui parle pour lui. 5 Ligues des Champions, si je dis pas de bêtises. Oui, autant que Liverpool. Voilà, 5 Ligues des Champions, c'est énorme. Il en a disputé 7 en tout. Je veux dire, il a même, je crois que c'est le joueur le plus vieux et qui a marqué en finale de Ligue des Champions avec son but contre Liverpool. Je pense que voilà, son palmarès là-dessus parle pour lui. Il a joué dans le plus grand Milan qui ait pu exister et malgré les années, que ça soit à 16 ans quand il a commencé ou à 41 ans quand il a arrêté, il était encore constamment titulaire, ce qui prouve sa longévité. Et excellent. Et que personne n'a pu une seule fois le mettre sur le banc de touche. Mais après voilà, ce qu'il y a derrière, c'est surtout l'homme, c'est la classe, et on va y revenir après dans cette interview, mais c'est quelqu'un qui parle, et quand il parle avec son cœur, il est franc, il n'y a pas de langue de bois, et c'est ça qu'on aime, et quand il parle, et surtout il parle bien, il dit les choses vraies, et il est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Je veux dire voilà,
Maldini, c'est tout simplement le joueur qui représente la classe. Pour certains, c'est peut-être le meilleur défenseur gauche de l'histoire du foot. Et pour moi, à Milan, c'est vraiment une icône, mais on a perdu énormément avec ce joueur quand il est parti, et on va y revenir encore après, bien sûr, mais c'est incroyable qu'un joueur comme ça n'est pas dans le staff aujourd'hui. Ah. C'est ce qui nous fait énormément de mal. Je crois qu'on va en parler assez longuement aujourd'hui. Mehdi, c'est à toi. Ben moi, en tant que jeune tifoso du Milan, j'ai pas connu l'apogée de Maldini, on va dire, mais sur ce que j'ai vu sur les 8 ans que je l'ai vu jouer ce joueur, c'était pour moi l'exemple à suivre de tous les joueurs, les nouveaux qui venaient au Milan jeunes, comme Pirlo, ou plus expérimentés comme Nesta, Inzaghi. C'était l'exemple à suivre, tout le monde devait prendre sur lui. Je pense que qu'il soit pas au Milan aujourd'hui, c'est vraiment la pire erreur qu'on ait faite, mais on y reviendra plus tard. Après, ce que représente Maldini, pour moi, c'est l'élégance, la classe, et cette interview le prouve clairement. Et pour moi, c'est le joueur qui a le plus marqué ce club. 25 ans au Milan, il était là avant Berlusconi, avant Galliani, avant qu'il y ait les millions qui rentrent. Il a connu les pires situations au club, comme les meilleures. Son palmarès, il parle pour lui, et je pense qu'il n'y a pas que ça. Même s'il n'aurait gagné aucun titre, pour moi, ça restera le meilleur défenseur du Milan, voire du monde. Excellent. Bah, pour moi, c'est une parole libre, déjà indépendante, et il insiste là-dessus en fin d'interview. Je crois que c'est très important. C'est quelqu'un déjà qui n'a rien à vendre. Sa parole, je trouve, revêt une importance particulière avec cette simple caractéristique. Ensuite, évidemment, bon, bah, vous l'avez dit, c'est la bandiera par excellence, 25 ans de Milan, un quart de siècle. Il faut prendre conscience quand même du phénomène. On dit 5 Ligues des Champions autant que Liverpool. Il y a des chiffres quand même qui parlent. Et c'est 12 ans de Capitana. Il n'y a personne, je crois, qui connaît le Milan autant que Maldini. Donc rien que pour ça, sa parole est légitime, intéressante, passionnante. Il nous a, avec cette interview gâtée, c'est un vrai cadeau de Noël qu'il nous fait. On s'y attendait pas. Et ben, merci Monsieur Maldini, parce que ça nous redonne envie de faire une émission. Ça faisait très très longtemps, on en parlait juste avant avec les participants ici présents, qu'on n'avait pas été aussi motivé pour faire une émission de Casa Milan, parce qu'il faut bien dire que les matchs se suivent, se ressemblent et sont toujours aussi minables cette année. Au moins là on parle d'un vrai grand joueur qui représente, qui incarne le club qu'on aime depuis des années, et ça fait plaisir. Bon, bah messieurs, nous allons entrer dans le vif du sujet. Chacun d'entre nous a choisi une partie de l'interview qui l'intéresse particulièrement et va tâcher de nous la présenter. Il me semble que le thème choisi par Nico se prête mieux à une introduction. Donc Nico, c'est à toi. Ben moi, le thème que j'ai choisi, c'est concernant le projet du club, où j'ai toujours eu du mal avec ce projet, parce que je trouve qu'au départ, c'est pas quelque chose qui colle au Milan AC. Et j'avais l'impression plutôt qu'au départ c'était quelque chose qui avait été fait à la hâte, parce que Milan se retrouvait... c'était pas prévu que le Milan se retrouve du jour au lendemain comme ça, avec un manque de moyens, alors que Berlusconi nous a toujours fait énormément de cadeaux. Donc voilà, donc je vais prendre la phrase de Maldini, donc qui est, quand on lui pose la question sur le projet du club, et que Galliani dit que tout était prévu, et que l'année qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement prévu qu'on allait avoir énormément de difficultés, il dit: honnêtement, je vois peu de projets, je me trompe peut-être, mais certains choix de joueurs, même à paramètre zéro, sont loin de l'idée d'un projet étudié et pensé. C'est tout ce que je regrette depuis 3-4 ans. Je veux dire, on n'est pas là tous ici, on sait très bien que le Milan a des problèmes financiers, on ne demande pas des mercatos à 100 millions comme le font Manchester City, Chelsea ou le PSG maintenant. On demande juste un projet étudié, acheter des joueurs prendre des joueurs, parce qu'on les a pas achetés, ils étaient sans contrat, prendre des joueurs comme Taiwo, Constant, Bakay Traoré, qui d'autre on a dans le tas, si vous avez des noms là que j'ai oubliés. Mais même Manuelson, je veux dire, ça fait... Voilà, tous ces genres de joueurs qui nous coûtent serré, qui ne coûtent pas grand chose à l'achat, mais qui au final sont de véritables ratés, alors qu'on pourrait très bien donner dans ce cas-là notre chance à des joueurs issus du centre de formation, quitte à vraiment essayer dans ce cas de repartir sur un projet. Bah ça s'appelle reconstruire, oui. Voilà, ou des jeunes joueurs italiens... je veux dire, qui sont gratuits. Je veux dire, mais pourquoi les joueurs chercher des joueurs étrangers à 27-28 ans, qui n'ont toujours rien prouvé, qui ont déjà du mal dans leurs clubs respectifs, que ce soit à Nancy ou à Marseille, pour citer les deux derniers joueurs africains qui nous ont rejoints, qui étaient Taiwo et Bakay Traoré. Et qui partent à la CAN. Enfin, en tout cas, qui partent à la CAN, et peut-être même qui vont peut-être déjà changer. Enfin, Taiwo est déjà, même en janvier l'année dernière, était déjà parti, et apparemment Traoré ce sera la même pour cette année. Mais ça ne relève pas du tout de quelque chose de pensé. Je veux dire, depuis quand le Milan AC s'abaisse à recruter des joueurs moyens dans des clubs moyens, parce qu'ils coûtent 0€, ça ne veut strictement rien dire. Je veux dire, dans ce cas-là, après on va aller chercher encore beaucoup plus loin. On peut aller chercher des joueurs en Ligue 2 anglaise qui coûtent aussi strictement rien, et que
c'est ça que je regrette. Ou le pote de Boateng, là. Comment il s'appelle déjà ? Adel Tarabt. Voilà, celui-là. J'ai encore oublié le nom, Voilà, tu vois, tu me l'as dit il y a mais 3 jours. Ouais. Quand il parle de projet, ça peut aussi, même sur des investissements qu'on a fait comme Boateng, qui pour moi ne sont pas des joueurs étudiés et pensés pour un club comme le Milan AC. Ce n'est pas forcément parce que voilà, Boateng a coûté 7-8 millions. Mais je veux dire, on n'est plus comme avant dans l'époque de Maldini, c'est-à-dire que même si un joueur ne coûtait pas grand-chose, on étudiait déjà avant le caractère du joueur pour savoir s'il pouvait s'identifier à ce club et qu'il pouvait rentrer dans le moule. Fallait dire aussi qu'à l'époque, et il le dit aussi dans l'interview, il nous manque des joueurs du club qui te permettent aussi de te faire comprendre l'esprit du Milan et comment t'y adapter. Et c'est ça qui manque. Déjà Nesta la dernière fois le dit dans une interview lui sur SoFoot. Gattuso aussi le déplorait il y a pas si longtemps que ça. Enfin voilà, c'est ça que moi je regrette en tout cas. Alors notez que Miguel a déjà disparu, ça n'aura pas fait long feu, mais enfin bon, il nous rejoindra peut-être en cours d'émission à nouveau. Les auditeurs savent qu'il est toujours en vie, c'est déjà ça. Mehdi, c'est à toi. Moi j'ai choisi sur l'interview de Maldini le fait que Allegri et Leonardo l'ont appelé pour un poste pour faire la transition entre lui et les joueurs. Et je trouve ça aberrant qu'il n'ait pas ce poste. C'est son poste en plus. C'est un joueur strict qui connaît le Milan et qui a des valeurs que les dirigeants commencent à oublier. Quand je pense que Inzaghi a un poste, que Seedorf qui est pratiquement sûr d'avoir un poste, Gattuso qui n'en réclame pas mais qui va aussi en avoir un, ces joueurs qui ont marqué le Milan vont sûrement en avoir, mais que Paolo Maldini, notre éternel capitaine, le joueur qui a marqué le club, le joueur qui représente le plus le Milan, n'en a pas après sa retraite et même maintenant, c'est vraiment une aberration. Je vois pas comment un dirigeant censé soit-il peut-il refuser ou ne pas proposer un poste. Après, il y a aussi le fait que Maldini lui-même ne veuille pas un poste qui ne fait rien, où il ne fait rien. Maldini veut un poste avec qui vous pourrez parler aux joueurs, où il pourrait mettre sa patte au Milan. C'est tout à son honneur, hein. Bien sûr, heureusement. Et je pense que nous-mêmes, supporters, on ne veut pas voir un Maldini exhibé comme un Zidane au Real de Madrid qui ne faisait rien. Mais avoir un joueur comme ça dans son effectif pourrait recadrer des joueurs et pourrait expliquer à ces joueurs qui ne connaissent mais strictement rien à ce que représente le Milan, ce que c'est ce club. Et c'est ce qu'Allegri avait, je crois, l'idée de faire. Hein. Il voulait qu'il parle à Ibrahimovic et à Boateng. Le problème, c'est qu'il lui a mis un vent juste après. C'est pour te montrer le respect du bonhomme, quoi. Pour moi, mais là, c'est pas du tout Allegri que j'en veux. Je pense que si Allegri lui a proposé, il aurait continué. Je pense que c'est vraiment un frein de Galliani ou même Berlusconi. Après, je sais pas. Je sais que le foot est là-dessus vraiment un milieu de chiens quand même. Et pour revenir sur Maldini, il faut pas oublier qu'à l'époque, Berlusconi a mis complètement de côté Rivera au Milan. Tout simplement. Ils étaient concurrents, rappelons. Voilà, par rapport à la politique, et il avait exclu complètement du Milan, qu'à l'époque, pareil, Rivera aurait été peut-être un grand renfort pour le Milan AC au niveau du staff. Mais bon, après, à cette époque-là, Berlusconi avait raison, car Berlusconi a gagné. Mais là, la différence, c'est que le Milan va mal, et c'est vrai que c'est ça qui fait mal. Quand tu vois ce discours de Maldini, tu te demandes comment aujourd'hui, voilà, ce mec-là ne peut pas y être. Tu sais qu'il te ferait tellement de bien, c'est obligé. C'est sûr que c'est pas avec Maldini qu'on serait premier du championnat. C'est pas lui qui est sur le terrain. Mais déjà, au moins, dans le choix des hommes, il pourrait être extrêmement important. Et il n'y a pas de langue de bois. On dit les choses aux supporters. On traîne pas les supporters à leur dire oui, on va faire ci, on va faire ça, et on fait typiquement le contraire. Tu sais qu'au moins avec des mecs comme Maldini, si un mec comme ça s'installe, vient dans le staff, c'est déjà, il aime ce club, donc c'est pour faire quelque chose de bien. Et tu sais que on n'aura peut-être pas les résultats maintenant, mais dans le futur, il va y avoir quelque chose, et tu sais que ça va venir, ça inspire confiance déjà aux supporters qu'un mec comme Maldini, voilà. C'est sûr, mais surtout, moi, il y a ça, exactement, c'est même le plus important, mais aussi le fait que Maldini, on peut dire qu'on veut, il est strict, et je vois aucun joueur se comporter comme ils sont comportés, comme Robinho qui repousse Bonera et Ambrosini, Ibrahimovic qui pète un plomb pendant le terrain. Aucun joueur devant Maldini, devant ses yeux, pour moi, ne peut faire ça, et pour moi, c'est pour ça qu'il doit être là. Recadrer les joueurs, c'est la base. Alors les deux thèmes que vous abordez, tout ça fait partie d'un grand ensemble qui s'appelle un projet, tout simplement. Hein. Quand il compare le Milan au Bayern, au Real, etc., il y a bien entendu l'intégration des cadres, dont il fait partie évidemment, et dans le staff, mais il y a aussi, comme l'a dit Nico, savoir quels joueurs on recrute pour remplacer les anciens cadres précisément qui nous ont quittés, Pirlo, Nesta, Seedorf, Gattuso, etc. Et c'est vrai que tout ça, ça crée, si vous voulez, le déficit de remplacement de ces cadres, le déficit de
de l'absence de vision, l'absence de projet, l'absence de perspective fait qu'on est devenu, comme le dit régulièrement Nico, comme on le dit souvent ici, un club lambda, un club qui semble ne voir qu'à court terme et vouloir faire des économies. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des économies plus intelligemment. Pour l'instant, de grand, nous n'avons que le nom du Milan encore. Oui, c'est vrai, il y a le prestige du passé, etc. Mais malheureusement, il est fort atténué. Il y a en ce moment en plus les grands problèmes judiciaires de Berlusconi. Il est censé faire de la prison. Là, il va devoir de l'argent à sa femme, c'est astronomique. Je pense que le club va finir par être cédé. D'ailleurs, Maldini l'aborde aussi dans son interview. Les perspectives sont pas très, très réjouissantes. Mehdi, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à tout ça ou on passe au point suivant ? Ouais, on peut passer au point suivant. Alors moi, j'avais choisi d'insister sur le passage qui concerne les défenseurs, ça ne surprend personne. Alors, que je sois bien clair, donc je suis d'accord avec à peu près tout ce que dit Maldini dans cette interview sur l'évolution du football, sur les valeurs, l'éducation, l'enracinement, enfin on en parlera plus tard. Juste, je partage pas spécialement son enthousiasme sur le football offensif de Prandelli, mais enfin ça tout le monde le sait, et puis quand il parle du catenaccio, c'est vrai que l'Italie c'est pas que le catenaccio, mais c'est aussi un peu ça, il faut pas qu'il oublie Capello non plus, il faut pas qu'il oublie Nero Rocco qui ont fait l'histoire du Milan, avec son père d'ailleurs sur le terrain, et Rivera aussi, Nero Rocco je le rappelle qui était appelé il Catenacciaro, vous voyez, donc il y a une histoire aussi même du Milan et du Catenaccio, mais cela dit il a raison, il y a eu Sacchi, il y a eu un football plus romantique au Milan AC, mais surtout qui s'appuyait sur des grands défenseurs et sur un système défensif vraiment ultra performant, hermétique, et les mecs qui étaient sur le terrain c'était autre chose que Mexès et Yepes, quoi, disons les choses clairement. Bon. Non mais faut dire. Alors je vais simplement pour être précis, moi j'ai apprécié ça, j'en parle toutes les semaines quasiment depuis 3 ans et demi, donc je cite la traduction de BM d'ACMilanZone.fr et je le remercie d'ailleurs parce qu'il a fait un gros boulot pour traduire une interview aussi longue et aussi riche. Donc Maldini qui parle, ouvrez les guillemets, 2 points, ouvrez les guillemets, je vois beaucoup d'équipes qui attaquent, mais une notable déliquescence de la défense. Aujourd'hui, la chose la plus difficile est de défendre. Les arrières latéraux ne sont plus des défenseurs, les centraux sont des anciens milieux, et l'aspect défensif se travaille peu. Alors moi, je vais simplement remercier Maldini d'écouter régulièrement nos émissions et de lire mon blog. Ça fait des années que je dis ça, que je fustige le choix de l'éclectisme médiocre au détriment des spécialistes, c'est écrit depuis 2009 sur mon blog, tout le monde peut aller lire, que j'affirme haut et fort qu'il s'agit d'une des 2 raisons fondamentales de la chute du football en général et du calcio en particulier. La deuxième d'ailleurs, tout le monde sait ce que c'est, pour moi c'est le reniement, je devrais dire le piétinement du terroir, du local et de la cohésion culturelle, qui est d'ailleurs aussi évoqué par Maldini en toute fin d'interview. Mais enfin cette question des disparitions des spécialistes, là, des vrais buteurs, des vrais meneurs de jeu, des vrais milieux récupérateurs et surtout des vrais défenseurs, parce que c'est le sujet, moi déjà en Italie ça nous parle premièrement, et puis deuxièmement c'est ce qui a tué notre football. Avant, je suis désolé, nous devions notre suprématie à cet art de la défense qui nous était propre, et moi je trouve à l'époque disaient les journalistes, les Italiens pendant tout le match c'était un peu ils caricaturaient le truc, mais ils étaient derrière et sur la première attaque qu'ils te mettaient, ils t'en plantaient un au fond parce qu'ils avaient un mec comme Inzaghi qui était devant, qui lorsqu'il avait une occasion, il te la ratait pas, quoi. Et c'est à peine caricaturé. C'est à peine caricaturé ce que tu dis. C'est quasiment la réalité, parce qu'on nous reprochait d'être uniquement réaliste. Après, il y avait des variantes, le Milan jouait pas comme la Juve, etc. Mais il y avait ces fondamentaux, ces bases-là, sur lesquelles nous reposions et qui faisaient notre suprématie. Buteur, je crois, une année en Serie A avec 15 buts. Qui ça, pardon ? Platini, je crois qu'une année, il finit meilleur buteur de Serie A avec 15 buts. Ah, c'est possible, j'ai pas toutes les stats des années 80 dans la tête. Il y avait que des 1-0 à l'époque, il y avait que des 1-0, 2-1, des petits matchs. Eh ben voilà, mais c'était le vrai calcio. Et moi, je trouve que renier son essence, c'est creuser sa tombe. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais moi, surtout ce que je note, c'est même moi si j'ai connu un Milan plus offensif que défensif, c'est qu'avant, le calcio, la Serie A italienne, c'était vraiment le summum du foot, peut-être un peu en dessous de l'Angleterre, mais qu'on gagnait, on était craint par tout le monde, justement grâce à nos défenses. Et oui, et ça nous l'avons bien perdu. Alors ensuite il dit, il y a Thiago Silva qui fait la différence, etc. C'est vrai que Thiago Silva est un très bon défenseur, qui n'est pas, à mon avis, à la hauteur des Laurent Blanc, Marcel Desailly, pour ne pas citer des grands défenseurs italiens qu'on a connus, et bon, pour éviter la rengaine habituelle, j'ai connu des défenseurs meilleurs que Thiago Silva, et simplement je pense qu'Andrea Barzagli n'est pas inférieur à Thiago Silva à l'heure actuelle. Ah, ben c'est mon avis, je l'assume, et je tenais à le dire, voilà. Nous passons aux autres points de l'interview, que nous n'avions pas évoqués. On a préféré
préféré dans un premier temps mettre en lumière ce qui nous paraissait le plus important, mais il y a d'autres choses, cette interview est une mine d'or. Alors Miguel nous rejoindra peut-être en cours d'émission, il a des problèmes de boxe, c'était prévu. Kylian pensait venir, il a aussi des problèmes de boxe, il avait choisi à peu près le même sujet que Mehdi, donc on a traité sa partie. Il nous passe le bonjour, Arnaud nous passe le bonjour aussi, il est en ce moment en voiture, il vous salue. Je m'adresse aux auditeurs, ça fait un petit moment qu'Arnaud n'est pas venu, mais il pense encore à Casa Milan, je crois qu'il pense plus à Casa Milan qu'au Milan AC, qu'il a un petit peu laissé tomber ces derniers mois, on le comprend. Voilà, bon, nous d'ailleurs, nous attachons, hein, Nico, on est exemplaires, on est là quand même quasiment, pas tous les week-ends, mais en tout cas au moins tous les mois, et on se force, et on regarde les matchs, et on a bien du mérite, parce que, d'ailleurs, les auditeurs nous comprennent, je crois, et y compris les auditeurs aussi des adversaires, parce que les Juventini, les Interisti, etc., voient les matchs du Milan, effectivement, régulièrement, et nous racontent que c'est terrible, quoi. Ils sont d'accord avec nous, je crois que c'est une opinion généralement partagée en Italie. Alors, bon, il nous a raconté qu'il voulait pas faire de politique, bon, ça on va passer, hein, avec Berlusconi, c'était une rumeur, on s'en doutait. Kylian voulait parler des valeurs qui n'étaient plus transmises, parce que donc les anciens sont tenus à l'écart, contrairement à ce qui se fait au Bayern ou au Real. Alors ça a été évoqué donc par Mehdi, mais c'est vrai que cette transmission des valeurs, nous quand on avait fait notre émission spéciale sur la perte des valeurs, on en avait parlé de ces cadres là qui étaient là, parfois sur le terrain encore, pour former les jeunes. Moi j'avais dit que c'était intéressant de voir Albertini former Ambrosini à la fin des années 90 au Milan. Ils étaient titulaires tous les deux lorsque le Milan a été champion en 98, faut le rappeler, donc c'est pas rien ça, et ça ne se fait plus. Pourquoi? Alors Nico, est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que c'est vraiment que notre centre de formation commence à sortir? Je pense surtout qu'il y a, déjà pour commencer, il y a les dirigeants, la preuve avec un mec comme Maldini aujourd'hui qui n'est toujours pas intégré dans le staff, qui je pense change peut-être tout simplement de politique et ont décidé de donner moins d'importance aujourd'hui, comme on les appelait avant, à nos sénateurs. La preuve avec un Gattuso qui disait malheureusement il n'avait plus quasiment son mot à dire à la fin, et il disait Gattuso n'était plus le même, et donc il se trouvait que ça servait plus à rien pour lui en plus de rester au Milan, parce que quand même le club lui avait proposé de prolonger d'1 an son contrat. Et je pense que c'est aussi le choix des hommes, des nouveaux joueurs qu'on prend, qui je pense aussi sont peut-être d'un peu des je m'en foutistes, et à la fin d'en avoir trop dans l'équipe, et ben ça pourrit peut-être le groupe par l'intérieur. Et on voit aujourd'hui Ambrosini et Bonera, comme a dit Mehdi, qui ont déjà dû plusieurs fois reprendre les joueurs à la fin du match, parce qu'il y a des altercations, que ce soit entre Mexès et Robinho, voilà. Ou Robinho qui ne veut pas aller saluer les supporters à la fin du match. C'est des petites choses, mais des petites choses, je trouve pas. Je crois pas que ce soit des petites choses. Non, c'est pas ça. Des petites choses constamment, bah à la fin ça devient étouffant, et ça devient beaucoup trop pour un club d'un standing comme le Milan, et qui a toujours été réputé surtout pour sa classe. Parce que c'est le Milan, ça a toujours été ça. Le Milan, c'est la classe. C'était même s'il y a eu quelques irréprochables. Bien sûr, il y a toujours eu des petits trucs, mais parce que le Vélodrome et comment ça s'appelle, les projecteurs, on s'en rappelle aussi. Bien sûr, par rapport à tous les autres clubs, le Milan, ça reste quand même au départ la classe. On a eu des petits trucs, mais en général, le Milan est irréprochable par ses joueurs, par son staff, par les dirigeants, et c'est quelque chose qu'on a perdu. Par exemple, un truc tout bête, ce qui s'est passé l'année dernière avec le but de Muntari, le but fantôme, qui a traîné tout en longueur pendant des mois et des mois et des mois, alors que c'est fini. À l'époque, un club comme le Milan ne se serait pas attardé autant sur un fait de jeu, malheureusement, même s'il était important durant la saison. Et pour le match, j'ai vu le match que c'était, mais à l'époque, on se serait pas autant attardé dessus, et même 6 mois après, on avait encore Galliani qui en parlait alors que la saison était terminée. Et la fameuse vidéo du coup de coude supposé de Pirlo. Oui, il y a eu tous ces genres de choses, mais voilà, c'est un ensemble de choses. Et c'est vrai que quand tu prends des joueurs comme Boateng, Robinho, Mexès, qui déjà à la Roma était réputé pour ses coups de sang, que ce soit envers les joueurs adverses ou même envers les arbitres. Quand une année, ils ont dû le retenir pour pas qu'il frappe un arbitre sur le terrain lorsqu'il était à la Roma. Voilà, c'est ce genre de joueur que assimilé. Et Ibrahimovic, même si Ibrahimovic était un grand joueur, faut pas oublier non plus ses coups de folie, hein, où il en a strictement rien à foutre, qu'il est de n'importe quel maillot il peut avoir sur le terrain, ou du match s'il est important ou pas. Non, mais on peut résumer ça assez facilement en disant que même Diego Armando Maradona n'aurait jamais joué au Milan dans les années 80-90, c'était inconcevable, ni Risto Stoichkov, ni Romario, je veux dire, ni Hadji le roumain, hein, bien entendu, c'était pas possible, toutes ces fortes, Eric Cantona, Paul Gascoigne, c'est des mecs qu'on n'aurait jamais vus au Milan AC, tout simplement parce qu'ils ne collaient pas avec ce qui était exigé au niveau de l'étiquette, hein, si j'ose dire, au club, au niveau de la bienséance, au niveau de la tenue. C'est vrai que là, quand on a un type qui est le numéro 10 aujourd'hui, c'est quand même scandaleux de notre équipe, qui clame dans les journaux, on est les bad boys, quoi. On est les bad boys et ramenez-moi des potes, on veut faire le bad boys, le nouveau boys band à la mode du Milan AC. Le mec, alors il danse le moonwalk, c'est la fête, ok, mais dans les journaux, il va dire on est les bad boys, mais c'est juste un truc de fou, quoi. Alors bon, c'est voilà, donc
voilà où on est tombé. Et à un moment donné, Allegri s'est dit tiens, si Maldini pouvait parler à ces mecs-là, pas de bol, il Bah, l'a mis la un vent preuve, juste après. La preuve aujourd'hui, on parle de plus en plus d'un prêt de Balotelli au Milan AC. Ah oui, ça c'est fou. Qui est un rêve, soi-disant, de Galliani, d'avoir Balotelli au Milan AC. Bah, Oui. heureusement, on a Berlusconi qui calme les ardeurs de Galliani. Et Il va finir en prison, Berlusconi. Mais non, mais c'est vrai, je veux dire, il y a bien de la prison qui a été requise contre lui, il a été condamné, je crois. Après, j'ai pas Ouais, suivi. mais vu l'âge qu'il a, bon après c'est mais des trucs c'est- avec l'homme politique et les bras longs comme à Berlusconi, il ira jamais en prison, c'est sûr et certain, parce qu'avec les appels, ça durera, il sera certainement mort avant. Sans être méchant, mais c'est la vérité, il est quand même pas jeune, mais il ira jamais en prison, il a pris 1 an de prison ferme, mais il ira jamais en prison. Bon, c'est possible en effet, mais c'est dire ce qui peut nous attendre, en tout cas dans les mois qui viennent. On ne sait pas où on va finir. Bon, ensuite, Maldini qui raconte quand même qu'il a aucune volonté de travailler dans un autre club, ni d'être entraîneur. Il explique pourquoi, il dit tout simplement qu'un entraîneur peut pas décemment, objectivement, raisonnablement prétendre entraîner un seul club toute sa vie. À part Giroud, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, au Milan AC ça paraît difficile. Donc c'est pour ça, et c'est tout à son honneur, qu'il ne veut pas être entraîneur, mais il n'est intéressé que par le club rossonero, et il a bien du mérite parce qu'avec tous les vents qu'on lui balance à la figure, que ce soit de la part des supporters, enfin d'une certaine frange minoritaire des supporters en 2009 lors de son tour d'honneur à San Siro, ou des dirigeants qui le traitent comme un malpropre, alors que je le rappelle, dès 2009-2010 il était sur le bord du terrain à San Siro quasiment à tous les matchs. Et déjà là, il n'avait pas été défendu par la dirigeance Voilà. pour les sifflets qu'il avait eu à l'époque. Mais c'est important de dire que lui, malgré tout, il n'y en a pas beaucoup quand même qui ferait ça. Il Non, s'assoit sur sa fierté. Il s'assoit mais sur il sa a- fierté. Le mec, pendant 25 ans, a tout donné au club, des trophées en pagaille, et déjà, moi, ça m'avait choqué, personne au club ne l'avait défendu, n'avait dit un mot sur les sifflets, et qui avait complètement bousillé la fête qui était prévue à la fin, vu que Maldini avait fait son tour d'honneur, il avait été sifflé, il était en pleurs, il est rentré dans les vestiaires, et il n'est pas venu chercher ils avaient prévu une petite, une sorte de statuette pour le remercier des 25 ans. Il n'était même pas venu au final devant le public. Ça s'était arrêté ici. Et personne au niveau des dirigeants n'est venu saluer. Est venu au moins lui prendre part face au tifosi pour ces 25 ans qu'il avait donné. Et ça, c'était déjà honteux de la part du club. Alors simplement, je vais essayer. Je sais pas si vous avez eu vous savez, quand il est parti, il y avait une petite écharpe, je crois, et puis une espèce de carton Panini avec toutes les vignettes autocollantes de Maldini sur les 25 ans de Milan AC. Vous avez pas eu ça ? Oui, je crois que je l'ai vu sur Calciomio, ils l'ont mis ça. Voilà, parce que j'avais réussi à la voir et je pense que je vais essayer de la mettre en visuel lorsqu'on sortira l'émission dans la soirée. Voilà, donc ce sur quoi je voulais insister simplement, c'est sur les adversaires du Milan AC, sur des gens comme Javier Zanetti, sur Del Piero, etc., qui eux ont pris la défense de Maldini et eux ont fait des sorties médiatiques dans les jours qui ont suivi, et ça a donné une aide d'honneur à Florence lors de son vrai dernier match, à Artemio Franchi, parce que les joueurs et les supporters de la Fiorentina, eux, se sont beaucoup mieux tenus que certains supporters milanais, et c'est incroyable de se dire que nul n'est prophète en son pays pour faire un poncif, mais en réalité nul n'est prophète en sa ville. C'est vrai que ce qui s'est passé sur ce coup-là, c'était choquant. Mehdi, est-ce que tu aurais un petit mot là-dessus ? Moi, sur ce que tu dis, je noterai surtout la banderole de l'Inter qui est pour Maldini lors d'un derby. C'est quand même extraordinaire que Le dernier derby, ouais. nos rivaux historiques que normalement on doit se détester entre nous, même si les dirigeants prouvent le contraire chaque jour, que eux fassent une banderole, ça prouve quel homme est Maldini, c'est pas n'importe qui. Et quand on voit que nos tifosi à nous osent siffler lors du dernier match dans son stade, parce que pour moi c'est son stade, osent le siffler, c'est juste aberrant. J'ai eu honte parce que même si les dirigeants ont dit que c'était une petite partie des tifosi, c'est quand même le joueur qui a marqué le club, on le siffle pas lors de son dernier match. Heureusement que la Viola a rattrapé le coup à la fin. On passe à la suite donc de son interview, parce qu'elle est assez longue, on va pas non plus faire 1h30, mais bon, il y a beaucoup de choses intéressantes, comme vous le voyez, à dire sur tous ces sujets-là. Il dit aussi qu'à Milan, il n'y a plus de directeur sportif. Donc Oui. le Milan AC est un club sans directeur sportif. Parce que Galliani estime qu'il n'y en a pas besoin. Voilà, et depuis on va très bien, c'est depuis que Leonardo est... et depuis on va très bien, non mais c'est... Depuis, on n'a pas recruté un nouveau prodige jeune qui peut exploser. El Shaarawy quand même. Non, oui, mais 20 millions et on savait très bien ce qu'il allait devenir. À part Nico, je pense que tout le monde était d'accord pour dire qu'il allait être un produit. Mais Pato, même si ça a été un flop au final. Oh, la deuxième pique. Oh, il est habillé pour l'hiver, Nico.
C'est Leonardo qui est allé nous chercher Pato. Même si c'était un flop, c'est quand même un grand espoir et un directeur sportif qui peut aller nous chercher des joueurs et les conditionner pour venir au Milan. Je pense que c'est ce qui manque vraiment. Bon, Nico, une petite réaction, je passe à la suite. Par rapport à El Shaarawy, pour l'instant, je ne peux rien dire vu les prestations du joueur et je dis peut-être que même j'ai tort. Mais concernant Pato, on est sur le sujet Maldini, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Bon, alors on passe à la suite. Il parle également d'un football italien attardé, de stade vétuste, de supporters violents. Il dit qu'il y a besoin de réorganiser le calendrier, que le foot est un sport qui demande beaucoup trop à ses athlètes. Il dit également qu'il y a une seule équipe, en l'occurrence la Juve, qui domine tout, alors que à l'époque du grand Milan de Sacchi Capello, à l'époque où le Milan avec Sebastiano Rossi dans les buts battait des records d'invincibilité, l'équipe faisait face à une vraie concurrence. Il y avait 6-7 équipes à l'époque en Italie qui était très très dur à jouer et qui dominait l'Europe, parce qu'il y avait à l'époque 3 compétitions européennes, on le rappelle pour les plus jeunes, la Coupe d'Europe des clubs champions, puis Ligue des champions, la Coupe des coupes qui réunissait donc les vainqueurs de chaque coupe nationale, et la Coupe de l'UEFA qui a été transformée en Europa League. Et les clubs italiens arrivaient en finale. Compétition. Pardon, je te laisse finir, c'est à toi maintenant. La Coupe de l'UEFA à l'époque était une vraie grosse compétition. Au moins aussi dur à gagner que la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, oui. Donc moi c'est peut-être le seul passage où je suis peut-être pas entièrement d'accord avec Maldini. Les stades vétustes, il a entièrement raison, c'est un vrai problème en Italie. Il dit qu'on s'est laissé aller après la Coupe du Monde 90. C'est un problème politique, ça fait 3 ans, plus de 3 ans qu'ils veulent pas sortir cette loi qui permettrait enfin de pouvoir faire de nouveaux stades, parce qu'il y a plusieurs clubs qui ont déjà des projets pour faire leurs nouveaux stades et malheureusement sans cette loi ces projets ne peuvent pas se faire. Donc ça c'est plus un problème qui est au-dessus, et là il a raison. Après, supporters violents, c'est quand même en Italie quand même, je trouve qu'ils ont fait quand même mal de boulot là-dessus. Le phénomène y est encore un petit peu, mais quand même beaucoup moins qu'à l'époque. Moi, quand je vais à San Siro, je me trouve plutôt bien en tribune. J'ai fait même des matchs à l'extérieur. Après, c'est vrai, j'ai un pote qui était à Naples, il m'a dit c'est quand même un truc assez de folie. C'est ça, tu restes dans le nord de l'Italie, c'est peut-être un peu différent. Oui, c'est vrai aussi, mais bon. Je veux pas faire de l'anti-sud, je sais pas comment on pourrait dire ça. Bientôt, je vais peut-être faire Bergame. On m'a dit que Bergame, c'est dans le nord, mais il paraît que Bergame, ça y va comme il faut. Je vous dirai après, mais moi en tout cas, pour avoir fait Gênes, qui Gênes est réputé quand même pour avoir un bon public un peu chaud, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Enfin, en tribune, tu te sens quand même à l'aise. Donc ça, c'est au niveau des supporters violents, c'est le phénomène hooligan en Italie, enfin plutôt ultra vraiment chaud, et quand même assez léger maintenant. C'est calme pour moi, à mon goût. Mehdi, une petite réaction, on passe à la suite. Moi c'est surtout sur les stades et c'était plus une question envers vous, mais comment se fait-il que nous, même si on est très attaché à San Siro, comment se fait-il qu'il n'a pas été rénové ou avoir un autre stade tandis que la Juve a eu son stade à lui? Écoute, ils ont mis une partie synthétique sur la pelouse. Oui, non, mais c'est que déjà San Siro, ça appartient à la ville de Milan. Donc ce n'est pas aucun des deux clubs, c'est-à-dire que ils louent, le Milan et l'Inter louent. Après, c'est difficile de faire ça. Après, la différence, c'est que la Juve s'est fait son stade à eux. Avant, ils n'avaient pas de stade, c'est leur stade, et c'est ce que veut faire l'Inter. L'Inter veut partir, et quand l'Inter partira, je pense que Galliani là-dessus l'a dit avec Barbara Berlusconi aussi. Le Milan apparemment voudrait prendre en charge le stade et s'occuper. À ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple de rénover un stade quand t'es le seul à t'en occuper que lorsqu'il y a deux personnes et que peut-être les deux groupes ne veulent pas faire la même chose. Enfin, Oui, c'est une bonne explication, à mon avis la plus plausible, et en tout cas, je verrais d'un très bon œil le départ de l'Inter, et je serais déménager de San Siro, ne jamais déménager. Oui, c'est ça, je serais très content que nous gardions San Siro. Alors évidemment, il faudra s'occuper du toit pour que le soleil arrive sur toutes les parties de la pelouse et qu'on puisse enfin avoir une pelouse digne de ce nom, parce que c'est l'un des problèmes principaux quand même de ce stade qui est connu malheureusement par tous les adversaires européens qui s'en plaignent à chaque fois. Mehdi voulait parler. Non, c'était juste une petite remarque. Il a fallu attendre la remarque du FC Barcelone pour qu'on change la pelouse du stade, même si c'est de la synthétique. Fallait attendre la remarque d'un autre club. Il n'y a personne chez nous qui a dit ouais, il faudrait changer. Ah oui, si ça avait été le FC Nantes Atlantique, enfin je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, peut-être qu'il n'en aurait pas tenu compte, effectivement. Je me rappelle de ces problèmes. Là-dessus, par rapport à la pelouse, ok, c'est une chose, c'est malheureux, c'est le stade qui fait ça aussi parce que le soleil ne peut pas rentrer. Mais comme l'a dit Gattuso dans son interview lorsqu'il a quitté, quand il est arrivé à Sion, il a dit à Milan je faisais un autre sport, je me suis rendu compte que c'était vraiment que le foot, c'est laver ses chaussures, c'est pas avoir 15 personnes derrière, à la fin. Le terrain, mine de rien, c'est un terrain, si la pelouse elle est pourrie, elle est autant pourrie pour les joueurs du FC Barcelone que pour le Milan AC qui joue constamment sur ce terrain-là. Donc après, je veux dire, ça c'est un truc, c'est malheureux, ok, la pelouse n'est pas top, mais Barcelone, eux, c'est vrai qu'ils ont vu leur football, ils ont donné une pelouse
de très bonne qualité pour pouvoir jouer à fond leur football et pouvoir faire vraiment mal à C'est vrai l'équipe. qu'avec Boateng et Muntari, t'as pas besoin d'un billard. Hein. Voilà, c'est sûr, t'as tout compris. Bon, je crois qu'on a bien résumé. Sujet suivant, c'est Miguel qui avait choisi ce sujet, donc du coup, il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il nous rejoindrait peut-être, mais j'y crois pas trop. Donc, il voulait nous parler du fait que tout ne se réglait pas par l'argent. Maldini a fait allusion au dieu argent, et ça, je crois que c'est très important. On a, nous ici, toujours pensé qu'il fallait répondre par le savoir-faire et non pas uniquement par des ouvertures du capital au Qatar, etc., comme le fait le PSG, aux problèmes économiques auxquels est confronté le club depuis quelques temps. Je crois qu'il est possible de faire des économies en sortant des bons jeunes. On est en train de le faire avec Deschilio. On a recruté El Shaarawy qui nous a coûté de l'argent, mais il y aura un retour. Il y a déjà d'ailleurs un retour sur investissement cette saison. Je pense que ça continuera et surtout qu'il est attaché au club. J'espère qu'il y restera bien au moins jusqu'en 2017 et au-delà. Il y a Cristante, il y a Valotti, il y a de très très bons jeunes qu'il faudrait réellement faire sortir, qui ne touchent pas d'énormes salaires. C'est pas le salaire de Taiwo, c'est pas le salaire l'ancien de Flamini, c'est pas le salaire de Robinho. Ces mecs-là n'ont rien à envier aux joueurs que Nico a cités en tout début d'émission. Je pense qu'avec ces gens-là, un vrai savoir-faire tactique, avec des vrais formateurs, un retour à l'école de formation qui nous a souri pendant des années, je suis désolé, on a été très fort en Europe grâce à cette formation-là, qu'on rebondira, en tout cas je le souhaite. Nico, peut-être un petit mot là-dessus. En plus, voilà, c'est comme tu dis, de vrais formateurs, c'est la chance en plus qu'on a et on peut essayer de s'appuyer dessus. C'est qu'on a eu vraiment les meilleurs à ces postes-là en plus, on a eu vraiment des mecs qui ont fait 10, 12 ans dans le club et qui étaient les meilleurs à ces postes-là et pouvoir avoir ces joueurs-là, enfin ces anciens joueurs pour former les nouveaux, c'est dommage parce que ça peut être une chance pour nous et pour leur apprendre et pour avoir des futurs grands joueurs après. Mehdi ? Moi, j'atterais plus la pierre à une personne sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes, c'est notre entraîneur. Parce qu'il suffit qu'un entraîneur qui vient pas du centre de formation, mais un entraîneur qui connaît le Milan et qui connaît ses jeunes, je pense notamment à Inzaghi, pas pour tout de suite, plus tard, mais pour plus tard, je pense qu'il pourrait faire sortir quelques jeunes. Je pense notamment à l'entraîneur de l'Inter qui vient lui de la Primavera et on voit le nombre de jeunes qui a joué l'Europa League, c'est hallucinant. Et certaines sortes, je pense qu'il faut faire la même chose au Milan AC parce qu'on a certaines perles qui demandent juste à exploser en première équipe. Et je trouve ça juste dommage de ne pas leur laisser leur chance quand on voit que Flamini, Muntari et d'autres ont leur chance. C'est certain, et bon, simplement au crédit d'Allegri, c'est lui qui a donné sa chance à Deschilio. Alors c'est le poteau dans la prairie, c'est pas suffisant, on est d'accord. Surtout quand on a un président qui annonce qu'on va lancer les jeunes, parce que c'est sa nouvelle politique. Le truc, c'est qu'il l'avait déjà dit en 2008 ou 9, je sais plus, et on a vu que c'était resté lettre morte. Donc il y a de quoi rester méfiant, prendre tout ça avec des pincettes. On espère que ce sera le cas. Moi, j'attends toujours, je l'ai dit lors de la dernière émission d'ailleurs, à partir du moment où De Jong est blessé longuement en saison terminée, où Muntari va partir à la CAN, mais Muntari pour moi devrait même pas jouer, devrait même pas être au Milan AC. Je suis désolé, celui qui doit jouer en alternance avec Ambrosini, c'est Cristante. Ça doit être évident, ça doit couler de source. Il n'y a pas d'hésitation à avoir, mais lancez-le. Ambrosini en Ligue des Champions, Cristante en championnat, c'est fini, on n'en parle plus. Mais moi, ce que je voudrais surtout noter, c'est qu'il faut attendre un miracle des jeunes pour qu'ils soient titulaires. Il a fallu attendre le match quand le Real de Madrid d'abatté pour qu'il soit dans l'équipe 1 et il a fallu attendre le match de Deschilio quand l'Inter pour attendre qu'il soit en équipe 1. Je trouve ça lamentable. Et d'ailleurs, Maldini parle de ce match-là dans son interview, parce qu'on essaye de recoller au sujet. Je pense que la Coupe d'Italie, on en a tous un peu rien à foutre, à part cette saison. Mais en temps normal, on a tous rien à foutre. Je pense qu'il faudrait faire lancer des jeunes sur cette coupe, histoire de voir ce qu'ils valent. Et surtout, pour après pour les faire jouer en Serie A. Sujet suivant, c'est les louanges de Maldini vers d'autres équipes, parce qu'il dit que le Milan ne marche pas, mais il cite la Juve comme exemple en Italie, et puis il cite le Barça, bien entendu. Alors là encore, ça me fait penser à mon blog, parce que ceux qui l'ont lu, l'avant-dernier article, je crois, c'était précisément sur la comparaison entre les deux modèles. Le modèle barcelonais axé sur la formation, le terroir, le local, alors avec certes des dépenses excessives, parce qu'ils vont chercher aussi des joueurs et ils les payent, enfin c'est hors de prix, je crois. J'ai pas les prix en tête, mais je crois que Dani Alves c'était je sais pas combien de millions, 30 millions. Voilà, c'est impressionnant. Mais la base, c'est formé au club.
Et je crois même que cette année, ils ont titularisé, je sais plus quel match, je crois 10 joueurs formés au club, je crois qu'ils ont battu leur record, quelque chose comme ça. C'est phénoménal et ça marche et c'est probablement, évidemment, ça reste du foot donc tout est possible, mais en tout cas c'est le grandissime favori pour la Ligue des Champions. Mais voilà une équipe qui travaille depuis des années et on sait comme le football à Barcelone est pensé et on voit que la Juve, alors je dis pas que la Juve c'est le Barça du tout, hein, attention, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais en Italie ils essayent de se rapprocher un peu de ça. Il y a beaucoup plus de cohésion culturelle à la Juve, ils prennent beaucoup d'Italiens, c'est pas pour rien, ils essayent de former et je crois qu'il y a un vrai projet et surtout ils n'hésitent pas à bien les encadrer parce qu'il y a quand même Buffon, il y a Chiellini, bon, que je porte pas dans mon cœur mais qui est ce qu'il est, mais qui est un vrai joueur de club qui se donne à fond, et puis ils ont été chercher Pirlo qui était donné, et là encore c'est la faillite du Milan, et ça Dieu sait si on en a parlé, qui était donné mort, qui était laissé pour mort par le Milan, parce que Pirlo, si on écoute le Milan et certains de ses supporters que je nommerai pas parce que sur les forums il y a des abrutis qui nous ont dit que Pirlo était fini pendant de longs mois, hein, pendant de longs mois on a lu Pirlo est fini pour le foot, ça sert à rien, il est mort, faut pas qu'il soit titulaire à l'Euro, etc. mais je l'entendais déjà en 2006 ça, qu'il fallait pas qu'il soit titulaire contre le Ghana parce que Muntari, Apia et puis c'était qui et Essien allait le manger, résultat Pirlo homme du match. Bon, donc ça fait des années que je lisais ça en fait, donc fallait que je la place. Donc la Juve a été capable de voir en Pirlo son meneur de jeu. Pourquoi le Barça réussit grâce à ses jeunes? Pourquoi la Juve réussit grâce à son intelligence et à son projet? Pourquoi le Milan ne pourrait pas avoir un projet? Alors vous allez me dire, on a déjà plus ou moins parlé de ça depuis le début de l'émission, mais Maldini insiste là-dessus et prend des exemples proches et lointains à la fois. Alors ça doit bien vous inspirer quelque chose, Mehdi, là-dessus. Ben moi, après, sur la formation, je suis tout à fait d'accord avec le modèle barcelonais et tout ça. Mais après, il faut dire la chance qu'ont eu le Barça, c'est qu'ils sont tombés sur une génération qu'à mon avis, ils n'auront pas deux fois cette génération. Certes, c'est bien beau. Non, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour l'avoir. Mais exactement, c'est ça le truc. C'est qu'ils ont été bien encadrés avant et après. Et la transition, quand on regarde le titre qu'ils gagnent en 2006 et le titre qu'ils gagnent en 2009, ils ont toujours été au top. Et c'est surtout grâce à la formation. Après, j'ai du mal avec ce club parce que pour des raisons personnelles, on va noter le but de Cheva refusé, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à aller. Oui, et puis le fait que les médias en fassent beaucoup. Oh, pas que pour ça, c'est plus personnel. Mais ça, on peut quand même leur reconnaître quelque chose. Je le reconnais tout à fait. Alors certes, il plonge un peu, il y a des faveurs arbitrales, tout ce qu'on veut, etc. D'ailleurs, c'est vrai que c'est le point commun avec la Juve, les faveurs arbitrales. Pardon pour les supporters Juventus. Le modèle barcelonais, c'est lui à suivre. Mais dire que le Barça est toujours au-dessus, que c'est le saint graal du football, moi là franchement j'ai beaucoup plus de mal à dire ça. Cette année, si tu vois mieux, appelle-moi. Hein. Je vois pas encore mieux, mais actuellement c'est bien, mais le Barça a toujours été comme ça a toujours été Barcelone, la Catalogne, ça a toujours été quelque chose qui est très nationaliste et je veux dire, ils n'ont pas gagné pendant 100 ans, hein, ils gagnent maintenant, mais ils ont eu aussi leur période de raté. Hein, non mais tu dis nationaliste, mais il y a des Espagnols qui jouent au Barça qui sont pas catalans. Hein. Je suis d'accord, non mais le Barça quand même, cette façon d'être, ça, ils l'ont toujours été, ça a toujours été comme ça. Oui certes, mais je crois que depuis l'arrêt Bosman, ça a été... Comme il dit Mehdi, je veux dire, ils l'ont cherché à l'avoir, mais ils ont une génération exceptionnelle. C'est Xavi, Iniesta, Messi, Piqué, mais c'est pas non plus un hasard. En l'espace de 7 ans, c'est exceptionnel. Oui, mais la réussite, ça se provoque, tu le sais comme moi. Et quand tu fais jouer, par exemple, tes équipes de jeunes sur le même schéma tactique que ton équipe première, est-ce qu'on fait ça au Milan? Alors je crois qu'ils essayent plus ou moins de le faire maintenant, mais je veux dire, au Barça, ça fait 10 ans qu'on le fait et on essaye de sortir quasiment des photocopies des joueurs qui sont sur le terrain à l'heure actuelle. Je dis pas qu'ils y réussiront tout le temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté. Et quand il y a la volonté, il y a quand même plus de chances de réussir que quand elle est pas là. Au Milan AC... Pour rendre hommage à Maldini, quand il dit à un moment, il dit... Quand tu vois le Barça, tu vois des mecs d'1m65 confisquer le ballon à des gaillards. Nous, à Milan, actuellement, à part recruter des ânes qui font 1m90 pour 95 kilos. Oui, mais ça, il n'y a pas qu'au Milan. 90, mais il y ressemble beaucoup. Hein. Oui, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que le Barça a pris à contre-courant toute l'idéologie dominance qui veut qu'on ait des grands d'1m90 comme tu sais, des bourrins. C'est ça, des athlètes, des coureurs de fond. Le Barça fait tout le contraire et ça marche. Comme quoi, la prime à la différence, la prime à la cohésion culturelle, la prime à l'unicité, à l'exception culturelle. Ça, je crois que c'est très important. Et au Milan, on l'a perdu. J'aimerais qu'on la retrouve. Je dis pas qu'il faut imiter le Barça dans son style de jeu. Bien entendu, c'est pas le nôtre, mais il faut qu'on imite le nôtre, celui qui a fait notre succès avant. C'était pas celui du Barça, c'était un autre, mais le problème c'est qu'on s'est détaché, nous sommes départis de
de nos atours les plus brillants, si j'ose dire. Voilà. Nous passons au sujet suivant, les valeurs et l'exemplarité. Alors ça, là encore, appuyons là où ça fait mal. Maldini nous dit que Messi c'est mieux que Cristiano Ronaldo, et il dit bien que c'est aussi fortement lié au comportement, et il insiste sur l'importance, tenez-vous bien là encore, de l'humilité et de l'éducation des parents. Alors là, Mehdi, un petit mot, parce que je sais qu'on a parlé des Bad Boys déjà, mais franchement c'est du pain béni pour nous ça. Ouais, bah, c'est ce que vous, parce que moi je suis un peu récent dans l'émission, c'est ce que vous répétez depuis si longtemps, depuis le début de l'émission pratiquement. Et je trouve que vraiment, surtout à Milan, que comme l'avait dit Nico, on est le club réputé pour avoir la classe, c'est notre faire-valoir. Mais après, le problème c'est que beaucoup de gens disent qu'on est dans une génération de bad boys justement, mais moi je suis pas trop d'accord avec ça. C'est juste qu'on voit des joueurs comme De Chierio, Abate et El Shaarawy. Bon, je prends que d'Italiens là, mais parce que c'est les noms qui me viennent. Mais quand on voit qu'on peut avoir des joueurs comme ça qui respectent les gens et le club, pourquoi aller chercher un Balotelli qui depuis 3 ans est dans les journaux à cause de son comportement? Je me le demande. Ah, ça on est 100% d'accord, là-dessus tu prêches un converti, hein. Y a rien à dire. Non, certainement, mais je me demandais aussi, mais ça je me suis toujours demandé, même si ça nous a apporté du bon pour un titre, pourquoi être allé chercher Ibrahimovic qui se prend un carton rouge toutes les saisons, et pourquoi aller toutes les saisons, c'est pas beaucoup un carton rouge toutes les saisons. Oui, si oui, mais aussi Robinho et Cassano, les joueurs qui sont pas du tout attachés, que l'Italien nous l'a prouvé d'ailleurs. Pourquoi être allé chercher ces deux joueurs qui sont contre l'idéologie du Milan? Oui, mais le problème c'est que quand tu dis ça aujourd'hui, on te prend pour un hérétique, parce que le problème c'est que cette nouvelle philosophie-là, de ce qu'on appelle football moderne, parce que ça rentre dans le football moderne, tout ça, hein, le côté bourrin, le côté bad boy, ça va un petit peu ensemble d'ailleurs souvent, c'est rentrer dans les mœurs, et quand tu dis ça aux supporters lambda, souvent il te prend pour un hérétique, comme quand tu lui dis que les défenseurs doivent défendre, c'est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les défenseurs doivent attaquer, et les joueurs de foot doivent se comporter comme des... je dirais pas le mot, parce que... non mais voilà, comme des cassos. Bon, et pour utiliser un euphémisme, demande à Laurent Blanc et à Didier Deschamps ce que c'est que de gérer l'équipe de France depuis quelques années. Bon, ça doit pas être simple pour eux, honnêtement, hein, dans la vie de tous les jours. C'est vrai que l'équipe de France c'est particulièrement gratiné, mais c'est un peu ça qu'on nous vend, c'est ça qu'on nous vante aussi. Voilà, ce sont ces joueurs-là aujourd'hui il y a une espèce de petit retour à l'autorité, enfin un désir de retour à l'autorité. Est-ce que ça se fera? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que les valeurs que nous on défend, que Maldini défend, que le Milan AC a défendu pendant des années, elles sont plus là. Voilà. Donc il nous parle aussi du choix des jeunes. Alors il nous dit que c'est plutôt circonstanciel, malheureusement peut-être par défaut, mais il reconnaît que c'est nécessaire. Ça fait des années d'ailleurs que Maldini dit qu'il faut reformer. Bon, ça on en a parlé, donc simplement je reprends tous les points de l'interview, les points saillants. Toutes les grandes figures du calcio de toute façon, on dit que de toute façon... Oui, Sacchi, Baggio, c'est vrai effectivement. Voilà. Alors il nous donne une explication aussi au fait que peu de joueurs sortent. Là encore, ça correspond à ce qu'on disait nous. Le football moderne, à force de faire jouer la concurrence à l'extrême et de tout vouloir trop vite, entrave ou empêche la progression de certains jeunes. Je crois que c'est exactement ça. À partir du moment où on ouvre à la concurrence à tous les pays et qu'il y a des championnats laboratoires comme le championnat brésilien par exemple, où il y a énormément de joueurs qui jouent et qui n'ont pas, contrairement aux jeunes italiens qui sont déjà barrés par certaines stars, les joueurs au Brésil, il y a une concurrence au Brésil certes, et dans d'autres championnats, je prends le Brésil parce que c'est le plus connu, mais ils ont une vitrine, on peut les recruter sur vidéo. On a fait Alex Aloisio, comme ça en France on connaît, à Saint-Etienne notamment, avant de partir au PSG ça a été un flop. Bon, mais si vous voulez, ces joueurs-là ensuite arrivent et du coup sont mis en concurrence avec les jeunes Italiens qui eux n'ont pas eu la chance de pouvoir s'exprimer au plus haut niveau parce qu'ils étaient déjà barrés, donc ils sont barrés à nouveau, ça fait une file d'attente et au bout du compte le jeune Italien il perd jamais quoi. Et ça c'est ce que Maldini essaye de mettre en évidence dans son interview, et je crois qu'il voit juste, et que c'est là encore l'un des mots principaux du championnat italien, mais du football européen. En Angleterre c'est encore pire, hein. C'est vrai ça. Bref, et enfin, bon, on va finir vite, on va bientôt passer au mot de la fin, mais ça c'est un sujet très important. Alors c'est très très court, mais il nous parle de l'enracinement parce qu'il nous dit qu'à un moment donné il y a un problème avec des gens qui sont déracinés. Il nous rappelle que lui il a étudié à Milan, dans sa ville, d'accord, et ça c'est pas un hasard. Et ça, même s'il il va pas trop en profondeur, il va pas au fond des choses avec ce sujet, nous on l'a fait suffisamment dans des émissions de quasiment 2 heures, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est intéressant de voir que même Maldini ose aborder ce sujet là, l'enracinement, qui correspond aussi
aussi à la cohésion culturelle, le fait qu'il y ait des gens issus de la ville de Milan, issus de la Lombardie, comme l'était Pirlo par exemple, comme les Bonera, et issus bien entendu de l'Italie, qui évoluent ensemble pour former, pour produire un tout cohérent, un ensemble avec une vraie cohésion, une vraie synergie, des gens qui tirent dans le même sens, qui parlent le même football parce qu'ils ont été éduqués de la même façon. Je dis pas qu'il faut que des gens comme ça, mais c'est intéressant d'avoir notamment une assise défensive et surtout, j'y reviens à mon fameux socle italien, comme ça existait dans les années 90. Ça s'appelle le collectif tout simplement, voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein, et je crois que c'est très important. Alors là-dessus, je sais pas si vous avez quelque chose à dire. Moi, je suis pas pareil, je suis d'accord avec Maldini sur ça. Mais après, c'est dans le football en général. Aujourd'hui, on va chercher les jeunes trop tôt. Quand je vois Manchester qui va chercher un jeune Australien à 13 ans, Milan qui apparemment, c'est un Marocain, je crois, Mastour, qui paraît qu'il est un futur prodige, mais ça me dérange d'aller chercher un gosse à 14 ans. Je dirais à 16 ans c'est une chose, mais à 14 ans, et c'est de pire en pire. Des fois il y a des gamins, ils ont 8 ans, 9 ans, ils sont déjà recrutés, parce qu'à 8-9 ans ils sont bons, mais ça veut strictement rien dire. Un gamin à 8-9 ans, il joue parce qu'il aime le football, il joue vraiment juste pour s'amuser, il pense pas à en faire déjà son métier. C'est ça que je regrette, et c'est pour ça que aujourd'hui on va chercher les jeunes beaucoup trop tôt, on devrait les laisser tranquilles dans leur environnement, et je pense que là ils devraient faire des lois au niveau du foot pour recruter des joueurs à partir d'un certain âge et pas à n'importe quel âge. Parce que bientôt, dans ce cas-là, le gamin, quand il aura 3-4 ans, parce qu'il sait faire 3 jongles, on va le recruter quand même. Mehdi? Moi je note, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est surtout, là c'est plus du côté du Milan, la manière qu'on a d'exposer notre soi-disant pépite que personne n'a encore vu jouer, qui a fait 3 matchs, Masdou. Berlusconi a osé dire que l'année prochaine, il pourrait jouer avec les As, ce qui n'est pas possible, parce qu'il aura que 15 ans. Mais on nous le vend comme le prodige, le nouveau El Shaarawy, le nouveau Kaka, alors qu'il a joué 3 matchs, le gars. Faut arrêter un moment. Avec des moins de 15 ans, il joue avec des moins de 15 ans. Ouais, mettez-le quand Montari, on verra s'il va tenir sa carrière. C'est pas dit qu'il survivrait. Bon, dernière phrase de Maldini dans l'interview qui insiste sur l'importance de l'indépendance d'esprit. Alors ça, ça résume bien tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il rentre pas dans le moule milanais actuel. Et c'est pour ça qu'il se permet aussi de dire ce qu'il dit et que ça va certainement choquer, hein, même si je pense que les dirigeants réagiront pas en réalité, parce que dans ces cas-là, ils réagissent jamais. Ouais, dans ces cas-là, c'est ça. Il laisse couler. De la maison Rossonera cassé, mais toujours avec classe et élégance, parce qu'il aura fait du mal, hein. Il a jeté un pavé qui actuellement doit remuer le ventre de Galliani. Breida ne dort certainement plus depuis hier soir, parce qu'il a quand même dit aussi, faut pas oublier que Breida, apparemment son boulot, il était peut-être un peu payé à rien faire, c'est ce qu'il voulait dire derrière sa déclaration sur Breida. Enfin, il a fait ça avec élégance, classe, sans langue de bois, c'est ce qui manquait depuis un bon bout de temps au Milan AC. Et faut pas oublier la dernière chose qu'il a dit, que tu n'as toujours pas dit, MJ. Il faut arrêter de croire que je fais partie de la famille. Ils ne me veulent pas à l'intérieur du club, même si, quand je lis une interview comme ça, j'ai toujours l'impression que ça reste quand même un appel du pied pour pouvoir rentrer parce qu'il a vraiment envie d'aider le Milan. Oui, j'ai pas cité la phrase exacte, mais j'ai quand même dit qu'il était pas dans le club, que le club voulait pas de lui. On a abordé tout ça en début d'émission, mais c'est vrai, c'était intéressant de citer ces mots exacts parce que ça montre le malaise, le mal-être et le malaise, le malentendu aussi peut-être, hein, j'en sais rien, mais qui existe réellement. C'est plus qu'un malentendu à mon avis entre la direction et son joueur emblématique. Et c'est vrai. Voilà, au niveau des supporters, c'est ça après qu'il est là-dessus. C'est qu'avec un Maldini dans le staff, les supporters seront derrière lui. Pas tous. Et il aura, oui, une certaine minorité, mais je pense qu'en grande majorité, la personne qui a vraiment connu le Milan, qui connaît l'histoire du club, va être derrière cet homme-là et va prendre énormément d'importance et risque de faire passer malheureusement des Galliani ou même Berlusconi vraiment au second plan, et c'est ça qui leur fait extrêmement peur, je pense, à nos deux personnes qui ont dirigé le Milan depuis tant d'années. Bon messieurs, c'est l'heure du mot de la fin. Alors avant de donner la parole à Mehdi, je vais saluer Miguel, donc qui aura parlé cette fois-ci, je crois, 2-3 minutes hein, en tout début d'émission. Toujours plaisir. Oui, c'est son record de l'année. Et puis Kylian qui tenait à être là et qui a eu également des problèmes d'internet, mais chez lui c'est récurrent. Kylian qui est le fan français numéro 1 de Maldini, qui a même tenu un blog qui est encore disponible pour ceux qui veulent y aller. Vous tapez paolomaldini.skyrock je sais pas quoi et vous verrez le blog de Kylian qui est très bien tenu, très détaillé, avec une vidéo notamment. Vous cherchez Paolo Maldini par son blog sur la musique Feeling the Moments de Fida, qui est très très bien, très très belle vidéo, voilà. Et comme je sais qu'il est très déçu de pas pouvoir être là, je tenais à le saluer également. Et Mehdi, c'est ton mot de la fin. Moi je voudrais surtout dire
à côté de Maldini pour le projet du Milan. On est dans une phase de transition qui peut être catastrophique ou très bénéfique pour le Milan. Juste un truc, qu'on ne devienne pas Arsenal, qu'on forme des jeunes pousses qui deviennent des chefs-d'œuvre du football et qu'on vend à des prix extraordinaires pour se retrouver sans titre pendant 10 ans. C'est tout ce que je demande. Et pour la dernière phrase, je dirais que Maldini n'est pas assez... ce Milan n'est pas assez classe pour Maldini. Oui, c'est certain, mais surtout Arsenal, le truc c'est qu'ils formaient pas leurs propres jeunes. C'est-à-dire que il y avait pas beaucoup de jeunes anglais à Arsenal, quoi. Donc moi, c'était aussi un truc qui me dérangeait, c'est aller piller les centres de formation français, brésiliens, etc. Je trouve pas ça terrible. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de sortir ces jeunes. Évidemment, parfois il faut aller en dénicher ailleurs aussi. Mais enfin, le problème du fond de commerce d'Arsenal, c'est qu'ils allaient uniquement les chercher ailleurs. Bon, ça, moi, ce qui me gênerait le plus, c'est que même que ça soit des Italiens ou n'importe qui, que si on l'a formé ou qu'on l'a acheté jeune comme qu'on le garde, oui, évidemment. Qu'on ne le vende pas, ou même qu'on a fait exploser, parce que Thiago Silva, je l'ai toujours en travers de la gorge. On l'a fait découvrir au monde, on en a fait le meilleur défenseur du monde actuellement, et je vois pas pourquoi on l'a vendu, qu'on ne vende pas ce qu'on a créé. Alors il y a quand même un mystère. Bon, je sais que Thiago Silva a été poussé vers la sortie vraisemblablement, mais il y a aussi des déclarations de Thiago Silva et de sa femme avant son départ qui me laissent penser qu'il n'était pas, contrairement à ce qu'il... Je te rassure clairement que pour moi c'est plus Thiago Silva que la JV. Il y a un mystère quand même, on peut pas être trop catégorique, hein, mais il y a du pour et du contre des deux côtés. J'ai pas oublié les déclarations de sa femme, hein, clairement, qui avait bien dit, et même Thiago Silva 6 mois avant son départ, qui laissait la porte ouverte à Barcelone aussi. Hein. Ce qui m'a choqué en réalité, c'est qu'il parte au PSG, parce que moi j'avais prévu son départ au Real ou à Barcelone l'année suivante. Moi j'étais juste surpris qu'il parte si tôt, simplement. Bon, Nico, c'est à toi. Ben, c'est vrai que Mehdi a raison quand il dit actuellement ce Milan ne mérite pas Maldini. Mais je vais rebondir avec une phrase de Maldini parce que malheureusement il y a tellement de choses qu'il a dit qu'on n'a pas dit durant l'interview. Il a dit malgré tout ce qu'il a dit quand même sur le club actuellement, ce qui va pas, ce qui se permet de dire, il a toujours une dette envers ce club, une dette de gratitude, c'est le terme qu'il utilise, une dette de gratitude, parce que malgré tout ce qu'il a pu donner pour le Milan lui a donné encore beaucoup plus. Et ça prouve tout ce que ce club représente pour lui pour dire ça, parce qu'il en a donné énormément. Et je pense que les deux ont autant donné que reçu. Donc, après tout ce qu'il a pris, moi je dis Santo subito, je vais demander la canonisation, quoi. Le mec il est en train de faire son purgatoire sur terre, là, c'est pas possible. Pardon, hein, je parle un peu de religion là, mais c'était pas prévu. Seulement c'est vrai que c'est hallucinant de voir tout ce qui prend, ce mépris, cette indifférence, etc. Alors que lui, qui est une légende vivante, qui n'a pas besoin de ça, ne fait que des déclarations d'amour à répétition, tout en critiquant là-dessus, on revient dessus, et il a raison parce que ce qu'il dit est vrai, encore une fois, disons-le, mais en faisant des appels du pied. C'est impressionnant. Quel homme. Enfin, j'ai hâte de voir quand même la déclaration de Galliani, parce que c'est pas Berlusconi qui répondra, mais la déclaration de Galliani qui va être obligé quand même. Je pense qu'ils vont être obligés, une telle interview, ils vont peut-être faire la langue de bois habituelle qu'on a l'habitude d'entendre à l'église. Mercato chiuso. Je pense, on va voir quelque chose, j'ai hâte de voir les déclarations, mais en tout cas, je reste persuadé que Maldini est toujours, et le dit, hein, enclin à prendre un poste au Milan AC, tant que c'est un poste qui sert à quelque chose, c'est pas, il veut pas être là pour faire le tableau, être là pour faire le décor, quoi. Ouais, pot de fleurs, ouais. Un tableau dans une pièce, et il a entièrement raison, et j'espère qu'enfin on va lui proposer quelque chose, parce qu'il nous ferait tellement de bien, et ça, ce serait déjà un bon point pour cette saison, déjà, qui est remplie de merde. Quel mot de la fin haut en couleur. Alors mon mot de la fin à moi, merci Paolo déjà. On l'avait dit en 2009 ici, je le redis aujourd'hui. Bravo et merci pour la carrière, mais aussi pour cette interview. Reviens avec Costa Curta, Rivera et Kinder Bueno sur le maillot. Ceux qui écoutent l'émission régulièrement comprendront. En tout cas, merci à Mehdi et Nico. Merci à Miguel également, même si ça n'a duré que 3 minutes. Merci aux auditeurs d'être toujours aussi fidèles. On se retrouve, nous, à la rentrée. Bon réveillon à tous et bonne année par avance, même si je vous le souhaiterais, on vous le souhaitera début janvier. À très bientôt. Salut! Ciao!